Eh bien, salut à tous les amis, c'est Rockstar et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo à Disney Hollywood Studios. Je suis là devant le Faucon Millennium pour une journée encore très sympa. Donc, on a plein de rides à faire, on a tous les rides de Galaxy's Edge, on a la zone Toy Story. Là, on a les poteaux qui font plein de plans, mais c'est génial, enfin c'est incroyable. On va faire aussi la Tour de la Terre originale, on va faire Mickey et Minnie Runaway Railway, enfin bref, que des attractions. Je vous invite à aller voir ça tout de suite. Notre deuxième journée de parc débute par une excursion très originale. En effet, le système de transport de Disney World est très développé et nous avons décidé de venir en télécabine. Qui dit parc d'exception, dit skyline d'exception. Au loin, une silhouette iconique se dessine, la mythique Tour de la Terreur, prête à nous plonger dans une autre dimension. Et quelque part, dans une galaxie pas si lointaine, nous avons pu voir l'envers du décor de Galaxy's Edge. Mais avant tout ça, plongeons-nous dans ce parc pas comme les autres. Ici, chaque rue raconte une histoire. Chaque décor semble tout droit sorti d'un film. Aujourd'hui, on ne sera pas seulement visiteur, on va être plongé dans de grandes licences. Pour commencer cette journée, on se dirige vers une attraction inédite qui mélange parfaitement cinéma et univers Disney. Cela étant d'ailleurs un impératif pour le digne successeur de l'attraction Great Movie Ride, un parcours en bateau extrêmement apprécié par les fans. Devant nous se dessine le célèbre Chinese Theater, inspiré du mythique théâtre hollywoodien. C'est un véritable symbole du parc, comme le château pourrait l'être à Magic Kingdom. Et aujourd'hui, ce monument emblématique abrite une attraction pas comme les autres, Mickey and Minnie Runaway Railway. Ici, pas de montagne russe, mais une promesse, celle d'entrer littéralement dans un dessin animé. La file d'attente nous plonge dans un univers très classique et réel, presque nostalgique. Affiches, décors, tout rappelle le cinéma d'époque. On a vraiment l'impression que nous avons assisté à la projection du dernier cartoon de Mickey et Minnie. Et c'est le passage obligé avant de monter à bord. Disney réussit un sacré tour de magie. Alors que nous découvrons le court-métrage moderne et dynamique nommé Le pique-nique parfait de Mickey et Minnie, quelque chose ne se passe pas comme prévu. La locomotive de Dingo explose dans une grange, ce qui troue l'écran devant nous. On passe alors de spectateur à véritable acteur du cartoon. À partir de là, tout s'enchaîne très vite. On embarque dans un train assez incontrôlable. Ce qui frappe immédiatement, c'est l'absence de rails visibles. Les véhicules se déplacent de manière fluide et imprévisible, ce qui rend chaque mouvement super surprenant. Visuellement, c'est un mélange bluffant entre décor physique et projection. On passe d'un univers à l'autre, le Far West, la fête foraine, la jungle ou encore la ville. Et surtout, tout est rythmé par une musique entêtante, avec des scènes complètement délirantes, fidèles à l'esprit cartoon. C'est coloré, dynamique, parfois chaotique, mais tellement fun. Finalement, cette attraction est une très grande réussite. C'est une expérience immersive et qui rassemble toute la famille. C'est aussi la première attraction dédiée entièrement à Mickey et elle lui rend un très bel hommage. Pour moi, c'est un incontournable du parc et je croise les doigts pour que cette aventure voie le jour en France. Après l'univers coloré et déjanté de Mickey, passons à une ambiance un peu plus pesante. Car il est difficile de ne pas louper ce lieu figé dans le temps, au bout du Sunset Boulevard. Cet hôtel abandonné, qui semble cacher quelques secrets, il s'agit évidemment de la Twilight Zone Tower of Terror. Il va sans dire qu'à l'instar de la version que nous avons à Disney Adventure World, cette attraction est l'icône du parc. Ce bâtiment est tellement photogénique, dès l'extérieur, le ton est donné. Architecture délabrée, végétation envahissante, tout donne l'impression que l'endroit a été abandonné du jour au lendemain. Nous serpentons ainsi dans les jardins, qui donnent une vue fascinante sur la bâtisse. Les extérieurs sont frappants de réalisme et font monter doucement la tension. Et cela continue à l'intérieur. Le hall central est impressionnant, et bien plus sombre que la version parisienne. La file d'attente traverse les vestiges de l'hôtel. Valises abandonnées, meubles poussiéreux, chaque détail raconte une histoire. Puis vient l'entrée de la bibliothèque, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle que nous avons chez nous. La pièce assombrit, la télévision s'allume et raconte l'histoire terrifiante du lieu. Cela donne un vrai air de déjà-vu, mais ce n'est pas déplaisant. La tension monte et c'est le plus important. Après cela, direction les ascenseurs. Contrairement à la version française, tout est ici sur un seul étage. Et c'est là que tout bascule. La force de cette version réside dans la cohérence de la mise en scène que je trouve particulièrement réussie. Là où la version parisienne propose plusieurs scénarios autour de la petite fille, ici, on retrouve la famille au complet dans le couloir, avant d'être plongé directement dans la 4e dimension. Le véhicule sort du shaft et vient avancer entre les décors. Technologiquement parlant, je trouve cela bluffant au vu de la taille de la machine. Et là, on suit une séquence de chute aléatoire, avec tantôt de belles vues du parc, tantôt des projections qui apparaissent rapidement. Alors,
Comment positionner cette attraction par rapport à la Tour de la Terreur française? Je trouve que le package global est bien plus intéressant que la nôtre. La position au fond du parc, la file d'attente qui traverse les jardins, la beauté de la bâtisse dont le réalisme est saisissant, ici, on s'y croit vraiment. Là où l'attraction de Disney Adventure World paraît un peu plus carton-pâte et un peu moins intégrée, l'attraction d'Orlando a l'air de ne pas en être une. Certes, cette version est plus soft en termes de sensations, mais je trouve que la montée en tension, ainsi que la cohérence du storytelling est bien plus intéressante. En bref, j'ai fait mon choix, et il se porte sur la version floridienne. L'une des forces de Disney Hollywood Studios, c'est de nous faire découvrir des univers très variés au même endroit. Et après l'ambiance mystérieuse que nous venons d'affronter, place à un lieu plus fun, Toy Story Land. Comme toutes les zones de ce parc, celle-ci est vraiment réussie. Contrairement à celle de Paris qui est bien étriquée, ici tout est étendu et varié. Les intrusions visuelles sont réduites, ce qui nous donne l'impression d'être réduit à la taille de jouets d'Andy. Partout autour de nous, les couleurs vives des objets surdimensionnés donnent une ambiance très dynamique à la zone. C'est simple, mais vraiment efficace. De nuit, les jeux de lumière et les sons ambiants nous plongent dans une atmosphère très agréable. Toy Story Land comporte 3 attractions. Alien Swirling Saucers est une version améliorée de Cars 4 roues que nous avons à Adventure World. C'est fun, les musiques remixées du film collent bien au thème et l'expérience de nuit est très amusante. Il y a aussi Toy Story Mania, un shooting dark ride où l'on joue à différentes activités d'arcade à la manière d'un mouse au chocolat à Fantasyland. Malheureusement, l'affluence a fait que nous n'avons pas pu tester cette attraction, mais sans regret. Mais au cœur de cette zone, c'est Slinky Dog Dash qui attire immédiatement le regard. Ce coaster familial est unique, et notre parc parisien n'a pas la chance de disposer de ce modèle. Il englobe tout le land, c'est très étendu, et j'ai beaucoup aimé l'inertie qu'apporte ce coaster dans la zone. Même dans la file d'attente, le thème est poussé à fond. Boîte de jeu, éléments de construction, plateau, tout donne l'impression que c'est Andy qui a monté lui-même le parcours. C'est très sobre, mais j'ai trouvé cela très efficace. Une fois à bord, nous redécouvrons la fluidité et le confort des montagnes russes familiales de chez Mack Rides. Les propulsions sont progressives et douces, mais elles apportent assez de vitesse pour que le train sillonne le parcours. C'est doux, mais très adapté aux familles. Les points de vue sur la zone sont très sympas, surtout de nuit. Et le deuxième lancement qui se fait à l'arrêt, avec des petits allers-retours du train, les effets sonores, c'est vraiment génial. En fait, ce qui fait la force de Slinky Dog Dash, c'est vraiment son accessibilité. Tout le monde peut en profiter, même les adultes peuvent apprécier le côté fun de cette attraction. Pour ma part, j'ai passé un très bon moment, même si je n'ai rien ressenti de plus que ce que je m'attendais à ressentir. C'est une très bonne attraction, mais je n'aurais pas attendu plus de 20 minutes pour la faire. En bref, Toy Story Land apporte de la respiration, de l'air et de l'amusement pour toute la famille. Il y a beaucoup de choses à voir, une très bonne immersion et on se sent pas serré comme c'est le cas à Paris ou même à Hong Kong. C'est une très belle réussite et j'ai beaucoup aimé le découvrir. Avant de vous emmener dans l'une des plus belles zones de parc au monde, laissez-moi faire une légère aparté. Lors de notre visite, nous n'avons pas pu faire le tour de Rock'n'Roller Coaster, qui était fermé pour réhabilitation. Cette montagne russe emblématique que nous avions également à Disneyland Paris s'est refait une beauté en reprenant le thème des Muppets. En effet, l'attraction originelle de cette franchise a désormais disparu du parc pour laisser place à une montagne russe sur le thème de Monstres et compagnie. Donc on a très hâte de voir le rendu final. Nous n'avons pas non plus fait Star Tour, qui est exactement le même modèle que celui de notre parc français. La file d'attente est identique, les films aussi, donc nous n'avons pas souhaité perdre de temps sur une copie. En revanche, lors de l'une des visites de ce parc, le temps a été bien difficile, nous sommes retrouvés sous une très grosse averse. Cela nous a donc obligés à nous poser et découvrir le nouveau show sur les vilains Disney. Pour faire simple, nous devions voter pour le personnage le plus mal compris. Et bien ce que je n'ai pas vraiment compris, c'est l'intérêt de ce show. Les écrans sont joliment intégrés, mais les 3 acteurs présents faisaient un peu de peine à voir. Mais heureusement, il restait le plus gros morceau de ce parc. Direction Galaxy's Edge. Ici, nous ne sommes plus dans une zone de parc d'attractions, mais dans un univers à part entière. Bienvenue sur la planète Batuu. Dès les premiers pas, le dépaysement est complet. L'architecture, les sons, la musique, tout est pensé pour nous faire oublier que nous sommes dans un parc d'attractions. Le nombre de détails est hallucinant. Nous sommes entourés de vaisseaux, de lieux très vivants, de boutiques. Au détour d'un chemin, nous pouvons tomber sur la base secrète de l'ennemi, où des Stormtroopers nous accueillent froidement. Et puis à côté, traverser un marché couvert, ou se rendre dans le bar mythique de la Cantina. On n'est plus spectateur, ici on fait partie de l'histoire. Personnellement, j'aurais facilement pu passer une après-midi complète dans la zone à observer l'ensemble des décors monumentaux sans jamais m'ennuyer. Et au détour d'un chemin, impossible de ne pas rester sans voix devant cette réplique du Faucon Millenium.
grandeur nature devant nous. Le niveau d'immersion est juste incroyable. Et justement, ce vaisseau mythique ne sert pas uniquement de décor, on ne fait pas que le regarder, on peut aussi le piloter. Et bienvenue dans Millennium Falcon's Smuggler Run. Après avoir traversé la file d'attente qui parcourt une sorte de garage à vaisseau, nous nous retrouvons dans un pré-show impressionnant face à un très bel animatronique. Quelques couloirs plus loin, nous entrons enfin dans ce lieu mythique, réplique de ce que nous voyons dans les films Star Wars. Le chemin jusqu'au cockpit est extrêmement immersif et tout comme la zone, il est extrêmement difficile d'imaginer que nous sommes présents dans un immense bâtiment et pas dans le Faucon Millennium. Nous rentrons ensuite dans le mythique cockpit et c'est parti pour une mission à vitesse lumière. Ici, chacun a un rôle, pilote, tireur ou ingénieur. Évidemment, il vaut mieux être pilote car nous utilisons de véritables commandes, comme dans un jeu vidéo. Les deux autres rôles consistent à appuyer sur les boutons qui s'allument autour d'eux, ce qui est un peu moins fun. Le plus gros point fort de cette attraction, c'est évidemment l'immersion. Le fait de traverser des lieux emblématiques de la saga, de piloter réellement un vaisseau, de voir ses actions avoir un impact direct sur le film, c'est vraiment très sympa. Les sensations sont assez modérées, un peu à l'instar d'une attraction comme Star Tours. En revanche, seuls les pilotes profitent réellement de l'expérience. Lorsque nous sommes concentrés sur les boutons présents sur les côtés, on n'est pas vraiment à l'affût du film en lui-même. C'est donc une très belle expérience, mais pas exceptionnelle non plus. Contrairement à l'autre attraction de cette zone. Là où le pilotage du Faucon Millennium apparaît finalement comme une attraction secondaire, ici la star, c'est Rise of the Resistance. Sûrement l'attraction la plus impressionnante et aboutie que Disney ait pu faire à ce jour. Cette expérience justifie à elle seule la visite du parc. Car oui, ce n'est pas une simple attraction. C'est une aventure d'une vingtaine de minutes qui commence dès la file d'attente. On est ici recruté par la Résistance, caché dans les grottes de la planète Batuu. Nous passons donc dans des tranchées souterraines, à travers différentes tenues, casques, puis nous assistons au premier pré-show. Nous faisons la rencontre d'un hologramme de Rey, ainsi que d'un animatronique bluffant de BB-8, qui nous explique que nous devons transporter un message vers une autre base. Nous sortons ensuite pour rejoindre l'amiral Akbar dans un grand vaisseau. Grâce à des écrans très bien placés, nous avons l'impression de décoller, mais nous nous faisons rapidement rattraper par le premier ordre. C'est ainsi que nous terminons dans un Star Destroyer, face à une armée de Stormtroopers dans une salle aux dimensions hors du commun. Les opérateurs jouent un rôle, ce qui crée une atmosphère très tendue. Nous arrivons dans la pièce d'interrogatoire, une sorte de prison, et faisons face à Kylo Ren. Mais grâce à un coup de génie technologique, nous sommes sauvés par des résistants qui nous aident à nous échapper. Et c'est uniquement maintenant que la vraie attraction commence. Nos véhicules traversent d'immenses salles, au décor titanesque, avec une fluidité impressionnante. Les effets de laser fonctionnent à merveille, les animatroniques également. L'effet d'urgence, le souhait de s'échapper au plus vite du vaisseau permet d'intégrer parfaitement l'histoire. La technologie est folle et à plusieurs reprises nous traversons des ascenseurs et même une chute libre de quelques mètres qui est vraiment impressionnante. Après tous les événements subis, nous nous retrouvons dans un pod de secours qui est en réalité un simulateur pour regagner Batuu. Cette expérience d'une vingtaine de minutes est donc une attraction unique. L'histoire est cohérente, les technologies sont impressionnantes et l'immersion est inégalée. En fait, j'ai tellement de choses à raconter sur cette attraction que je ferai sûrement une vidéo dédiée. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que cette attraction est l'une, si ce n'est la plus impressionnante, la plus incroyable que je n'ai pu faire dans un parc de toute ma vie, et je pense du monde entier. Mais avant de partir, nous devions voir un spectacle unique et surtout mythique, fantasmique. Je ne vais pas décrire en détail ce qui est présent, mais nous sommes dans une scène face à un immense rocher autour d'un petit lac. C'est un mélange entre différentes projections sur des murs d'eau, mais également des décors physiques, des apparitions de Mickey, de la pyrotechnie, des bateaux qui passent. Bref, c'est très sympathique. Pour ma part, j'ai vraiment apprécié l'expérience. Je trouve que la partie avec les murs d'eau est un petit peu longue, mais tous les décors physiques, les tableaux qui se répètent devant nous, sont vraiment très sympathiques. Je m'attendais vraiment à un spectacle mauvais et finalement j'ai été très surpris. En bref, Fantasmic est un grand classique du parc qu'il faut au moins avoir vu une fois dans sa vie. Et voilà, cette journée à Disney Hollywood Studios touche à sa fin. Une journée où on aura voyagé entre dessins animés, frissons et aventures intergalactiques. Ce parc est vraiment unique. Il n'est pas très grand, mais contient parmi les meilleures attractions au monde. Monstres et compagnie va apporter encore plus d'intérêt à ce lieu, mais il vaut déjà le détour. Son ambiance est également très agréable, bien plus qu'un Universal Florida qui est sur le même thème par exemple. Et pendant quelques heures,
on n'était plus simplement visiteurs, on faisait réellement partie du film. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette aventure. J'espère que vous avez aimé voyager avec nous. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.